Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi une fois de plus de recevoir un nouvel invité sur le podcast Culture Nutrition, en l'occurrence une nouvelle invitée, puisque je vais recevoir une fois de plus une entrepreneur de la nutrition, mais pas que, puisqu'on va le voir, on va parler de nutrition bien sûr, mais également de nouvelles technologies. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous allez encore une fois apprendre un maximum de choses aujourd'hui grâce à notre invité, puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie de cet invité qui est passionné de nutrition, mais aussi d'innovation et de nouvelles technologies, avec la conviction, et je la cite, qu'utilisées à bon escient, elles ont le pouvoir de transformer nos vies, de nous rapprocher et de nous ouvrir sur le monde. Donc pour parler de ce sujet qui questionne et qui intrigue autant qu'il passionne, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Soulier, qui est tout simplement une référence en la matière. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Bonjour Grégory, bonjour à tous, ça va très bien et toi? Bah, ça va bien aussi. On enregistre en ce moment, en début de cette année 2024. Comme on le disait très rapidement en off, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc, j'espère que ça va donner des nouvelles inspirations à tous nos auditrices et nos auditeurs. Et bonne année à tous. Ouais, exactement. Bonne année sous le signe de l'entrepreneuriat, de la nutrition et des nouvelles technologies qu'on va aborder aujourd'hui. Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour resituer le contexte, ça fait quelques années qu'on se connaît puisqu'on s'est croisés dans le cadre de ton premier projet entrepreneurial qui était autour de la thématique de l'alimentation. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et du coup, j'étais impatient de te recevoir parce que j'ai plein de questions autour de ces sujets qui nous animent tous les deux, la nutrition, les technologies et l'entrepreneuriat. Et du coup, si ça te va, Morgane, je te propose de commencer avec un léger retour en arrière pour te Ouais. présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas. Juste pour donner quelques informations, tu t'es très tôt passionné et investi dans l'univers des technologies, puisque tu as d'abord fait carrière dans les nouvelles technologies au sein de grands groupes tels que Orange, Netflix, pour ne citer que, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui. Oui, tout à fait. Alors Netflix, en fait, c'est pas Netflix, mais j'ai travaillé sur la stratégie d'intégration de Netflix sur le marché français pour Orange. Quand j'étais D'accord, OK. Donc ouais, c'était connecté tout à fait, ouais, à Orange aussi. Et ensuite, ça t'a amené à développer ta propre entreprise de santé connectée qui était en lien avec notre sujet commun de prédilection qui est l'alimentation. Et cette, exactement. 1re entreprise s'appelait Feel It. Et donc Ouais. du coup, on va s'arrêter sur cette première expérience, qui est un peu le lien, avec la nutrition. Et donc si tu peux nous en dire un peu plus, sur cette première expérience entrepreneuriale à la jonction entre la nutrition santé et la tech. Ouais, merci pour cette introduction. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très vrai, qui est que, je suis passionnée de tu as cité 2 choses, qui est l'innovation et la nutrition et je rajouterais les rencontres. Et en fait, si je dois t'expliquer comment j'en suis arrivée à développer Philith, et surtout, là où j'en suis aujourd'hui dans le cadre de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle aussi, c'est vraiment, il y a trois choses, 3 éléments très structurants dans le fil conducteur de ma vie qui sont effectivement l'alimentation, enfin la passion pour la gastronomie, la nutrition, heu, les rencontres et les nouvelles technologies. Tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai commencé ma carrière chez Orange, déjà très jeune, j'étais vraiment ultra passionnée d'innovation avec cette idée, cette envie, ce besoin permanent d'identifier des choses naissantes dans le domaine des technologies, me les approprier, comprendre comment ils vont transformer notre vie, en faire de la pédagogie pour pouvoir le diffuser le mieux possible autour de moi et de façon beaucoup plus globale, dans la société. Avec ce fil conducteur, une fois de plus, qui est les rencontres, qui est que quand tu essayes de faire de la pédagogie, quand tu essayes de transmettre quelque chose, forcément tu rencontres des gens, si possible les plus différents de toi, parce que c'est ce qui enrichit et c'est ce qui anime le débat. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, moi j'ai commencé chez Orange. On m'a demandé en 2007 d'animer, de créer, de développer, la toute première page Facebook du groupe Orange et comme je te disais tout à l'heure, ensuite de travailler à la stratégie d'intégration de Netflix sur le marché français. Donc ça a été vraiment, hyper structurant avec déjà cette idée de, il y a des technologies très naissantes qui arrivent sur le marché. On se pose la question de savoir si oui ou non c'est quelque chose qui va transformer nos vies. Le fait est que oui.
Donc j'ai eu la chance vraiment de travailler sur ces sujets-là. Et puis, quelques années plus tard, j'ai quitté Orange, j'ai créé une première entreprise de conseil en stratégie communication réseaux sociaux, mais aussi, pour les personnes qui ont déjà entendu parler de Feel It, donc F2ELEAT pour ressentir manger, qui connaissent l'histoire de Feel It. Moi, j'ai créé cette entreprise parce que, à titre personnel, j'ai été confrontée à des très graves soucis de santé qui m'ont permis de faire le lien, déjà d'identifier des lacunes dans les parcours de soins des patients qui avaient des maladies qui avaient un impact sur leur capacité à s'alimenter, et aussi, toujours avec cette idée de comment est-ce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies peuvent permettre de fédérer des communautés, de mieux communiquer, de mieux apprendre, de mieux se rencontrer. J'avais créé, via les réseaux sociaux à l'époque de façon anonyme, une communauté d'entraide. Et puis petit à petit, dans mes réflexions, je me suis dit, bah tiens, j'ai identifié les lacunes de soins, les difficultés qu'ont les patients à communiquer avec les professionnels de santé. J'ai cette communauté qui est grandissante et du coup, j'ai voulu créer une entreprise dans le domaine de la santé connectée qui était ce que j'appelle un média à 360, en fait, avec une application qui était destinée aux patients, qui leur permettrait d'enregistrer au quotidien des données qui concernaient leur alimentation, leurs ressentis, les impacts, à la fois physiques, psychologiques de leur alimentation. Et cette application était connectée à une interface dédiée aux professionnels de santé, donc distribuée dans les hôpitaux, dans les cabinets, en libéral, avec tout un tas d'algorithmies qui permettaient d'analyser finalement les données des patients. Et puis, quand je te dis qu'il y avait un média, il y avait un podcast, il y avait un magazine, il y a une communauté qui a grandi jusqu'à 100 000 personnes sur Instagram. On a touché à peu près 5 millions de personnes en tout, en 2020-2021, on a touché 5 millions de personnes à peu près, Ah oui, à la c'est fois. énorme. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Du coup, la question qui alors, donc cette première expérience a été, mais phénoménale, première expérience, entrepreneuriale. J'ai adoré cette partie-là, à la fois parce que, bah, le projet en soi, était, passionnant, et puis avait du sens dans ce que j'avais vécu. Je sentais vraiment une émulation autour de ce projet-là. Contrairement à ce qu'on peut penser, à aucun moment j'ai ressenti un frein des professionnels de santé de me dire: «Mais vous êtes une patiente, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez aucune légitimité». Au contraire, c'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément, de ma deuxième passion qui est les nouvelles technologies, la tech, comment on développe une appli, donc c'est pas moi qui ai Le développé, mais digital, oui. ouais, et puis cette communauté d'entrepreneurs que tu connais aussi. Bon, tout à l'heure, quand on préparait l'interview, tu parlais du réseau Entreprendre. Toutes ces communautés de personnes avec qui on a la richesse, la possibilité d'échanger, c'est une richesse incroyable et j'ai adoré cette période-là. J'y ai Et mis fin. pour compléter sur la partie communauté, donc là, il y avait les patients d'un côté. C'était combien de professionnels de santé dans ta communauté? Alors, je vais dire que c'est sur ces 5 millions de personnes qu'on a touchées, il y avait quand même une très, très, très grosse majorité de patients ou en tout cas de Oui, personnes grand public. Après, j'ai réussi à faire distribuer, l'interface pour les professionnels de santé qui s'appelait Feel Health. Donc l'application avait été téléchargée plus de 200 000 fois et il y avait à un moment près de 1 000 professionnels de santé qui utilisaient l'interface pour les professionnels de santé. Ça d'accord. a été alors à la fois, c'est vraiment une belle performance et en même temps, ce qui a fait que j'ai arrêté, Philippe. Alors il y a 3 raisons, j'imagine, enfin c'est une des questions j'imagine qui va Oui, venir, mais où est-ce qu'en est l'aventure, ouais, aujourd'hui? il y a 3 raisons qui ont fait que j'ai mis un frein à l'aventure Philippe. La première, un modèle économique pas évident. Oui, comme Heu, souvent avec les applis, c'est compliqué de trouver le modèle économique. Ouais, notamment en pleine période Covid où les arbitrages des hôpitaux ne se faisaient absolument. L'application Feel Health dédiée aux professionnels de santé est sortie en mars 2020, pile au moment du Covid. Donc déjà avoir pu, faire bénéficier de l'interface à peu près 1 000 professionnels de santé, c'était une belle performance. Ça a été le premier élément qui fait que, voilà, à un moment je me suis essoufflée, je le modèle économique était pas évident. Le deuxième sujet, c'est que, à un moment, j'ai voulu prendre du recul avec un sujet très personnel, sur lequel j'ai été extrêmement sollicitée par des parents, par des patients qui m'envoyaient des photos d'eux, qui m'envoyaient, tout un tas de, voilà, de mails, extrêmement,
douloureux à lire, en fait, de personnes qui étaient en souffrance et à un moment, moi, j'ai dû prendre du recul par rapport à tout ça. La troisième raison, c'est que de mon expérience de, heu, experte en technologie via mes expériences précédentes, mon expérience entrepreneuriale, ma connaissance du milieu de la santé connectée, j'ai été de plus en plus sollicitée pour donner des conférences. Pour donner des conférences, pour intervenir, pour donner des conseils en stratégie. Et puis, moi qui aime toujours, une fois de plus, continuer d'apprendre, de rencontrer du monde, j'ai fait une formation complémentaire à Sciences Po en 2020-2021 qui s'appelait Management des médias et du numérique, pour laquelle j'ai dû, rédiger un mémoire et c'est là, en juin 2021, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet du métaverse, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et un peu comme Netflix, un peu comme Facebook, un peu comme, toute la genèse de tous les sujets qui structurent finalement ma carrière, j'ai pris le sujet à bras-le-corps. Je me suis passionnée par ces sujets-là et là, déjà que je me posais ça faisait 1 an que je me posais des questions sur Philippe, j'ai su que c'était le moment de tourner la page et de me consacrer à cette, nouvelle, champ d'intérêt qui est Mmh. effectivement ce sujet, de l'intelligence artificielle, Et de donc tu avais, déjà décidé de mettre le projet, Philip en stand-by quand tu as fait ta formation sur les médias et le numérique à Sciences Po ou c'était un peu, superposé? En fait, au départ, j'ai postulé à la formation management des médias et du numérique en me disant: «Vu que je ne trouve pas de modèle économique sur le numérique, de l'application pour les professionnels de santé, je vais faire ce master pour voir comment est-ce que je pourrais trouver un modèle économique sur le média affiliate» et très rapidement, en échangeant avec, mes autres camarades, avec les profs, avec, tout l'écosystème finalement du numérique, et puis avec toutes les questions que je me posais fondamentalement sur est-ce que j'ai envie de continuer de travailler sur ce sujet qui me plombe un petit peu, très rapidement, bah, j'ai pris la décision de faire mes Philips. Mais au départ, si tu veux, j'étais vraiment entre 2 quoi. D'accord, ouais, donc je comprends le cheminement et donc là aujourd'hui, Philip c'est terminé, l'appli, le média n'est plus du tout disponible? Alors le site internet est toujours disponible avec, parce qu'on avait fait beaucoup, beaucoup d'articles de blog, notamment des interviews de professionnels de santé et de médecins. J'avais fait un podcast également où je donnais la parole à des médecins, à des diététiciens, à des patients, à tout un tas de voilà, d'experts vraiment, très chevronnés qui apportent, une valeur ajoutée à la réflexion de personnes qui peuvent souffrir de ces maladies-là. Donc le podcast est toujours disponible. Le compte Instagram n'a jamais été fermé, mais je l'ai repris, à mon propre nom, donc tout l'historique continue d'exister, mais le feed actuel a évolué avec, mon évolution personnelle. Mais voilà, effectivement, la page a été tournée. D'accord et donc c'est quoi ton enseignement principal sur cette première expérience entrepreneuriale? Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans la santé Ouais. connectée? Alors, il y a plusieurs choses, dans les points très positifs et dans les souvenirs, qui quand je repense à toute cette expérience, moi je la repense toujours avec, donc bon là les gens ne voient que nos enfin n'entendent que nos voix, mais, nous on est en train de se parler et j'imagine que tu vois que j'en parle avec passion et j'ai toujours beaucoup de, je pense mes yeux brillent toujours quand je parle de cette expérience parce que c'est un très, très beau moment de vie, hein. Ce que j'ai vraiment apprécié, comme je disais tout à l'heure, c'est cette idée de, cette communauté d'entrepreneurs qui s'entraident. Moi, quand j'ai voulu me lancer sur ce sujet-là, je n'avais jamais, une fois de plus, je suis pas codeuse, j'avais jamais lancé d'appli, je ne connaissais rien, au secteur de la santé connectée et puis du coup, j'ai fait une liste d'entrepreneurs avec lesquels j'aurais aimé pouvoir communiquer, qui puissent me donner des conseils. Puis je me suis dit: «Mais probablement qu'ils me répondront pas, mais c'est pas grave, je vais envoyer des emails». Et puis, enfin, d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Michelle Obama que je cite souvent, qui est, «Il y aura toujours tout un tas de gens pour vous aider, mais ils ne viendront pas frapper à votre porte pour vous chercher». Et en fait, j'ai fait une liste de personnes comme ça en me disant: «Bah, je vais les solliciter, puis voir s'ils peuvent me donner deux-trois conseils de comment on crée une appli de santé connectée, quoi». Donc des gens qui sont des anonymes dont vous avez certainement jamais entendu parler, puis des gens un peu moins anonymes, type Xavier Niel, tu vois? Et j'ai écrit à tout un tas de gens, dont Y toi, compris Xavier Niel? y compris Xavier Niel, dont toi, je me souviens très bien Oui? également.
tu m'as répondu, Xavier Niel m'a répondu, des gens m'ont pas répondu, des gens m'ont répondu. Je suis allée déjeuner avec des personnes, j'ai pris des cafés, j'ai fait des. Alors à l'époque, il y avait pas trop de Zoom, mais des appels téléphoniques, des machins. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une communauté d'entraide qui était hyper, hyper forte. Et ça, c'est hyper valorisant parce que t'es personne, personne ne connaît ton nom, t'as encore rien créé et on t'ouvre ton agenda, on t'accorde une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, 5 minutes. Et ça, c'est hyper chouette. Donc ça, c'est quelque chose que je peux conseiller à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est oser. Et puis si vous avez des convictions, voilà, faites la liste de personnes avec qui vous auriez adoré parler. Peut-être qu'elles vous répondront pas, mais peut-être qu'elles vous répondront. Donc ça, c'est le Ouais. premier point. Le deuxième, ne pas trop se mettre de barrières en fait. Rêver grand et puis au pire ça voilà, au pire à terme le projet sera peut-être un tout petit peu moins grand, mais vous pivoterez, vous penserez à autre chose. Puis soyez patient parce que moi, je pense qu'on est de très nombreux entrepreneurs à avoir des visions très, très définies de ce qu'on veut faire et du coup à se dire: «Bah, c'est bon, enfin le projet il existe dans ma tête, je sais exactement c'est ça, 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 donc dans 3 mois ce sera sorti». Et moi, je me revois très bien l'été 2017, ça a commencé, j'ai commencé à slider des trucs, à créer mon application moi-même sur des slides et tout ça et pour moi, l'application était tellement claire dans ma tête qu'il y avait aucune raison qu'elle soit pas sortie à la fin 2017. L'application, elle est sortie le 14 janvier, je me souviens parce que c'est la date de naissance de mon petit-neveu, le 14 janvier 2019, donc 1 an et demi après. Donc il faut s'armer de patience, mais là où c'est ultra bénéfique, c'est qu'en fait, en 1 an et demi, oui, le projet, il a énormément évolué, il a énormément changé. Ça m'a permis de faire travailler la communauté qui était déjà en train de grossir sur Instagram. Donc c'est eux qui ont choisi les logos, c'est eux qui ont choisi les boutons, c'est eux qui ont choisi le wording. Et ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est euh, si vous êtes seul dans votre entreprise et même si vous n'êtes pas seul, en fait, co-construisez vos offres, vos services avec une communauté de gens qui sont vos cibles et qui sont, en tout cas, qui sont concernés par votre problématique parce que c'est comme ça que ce sera le plus, sans forcément parler de ce que vous allez vendre et que du coup, que vous allez faire du chiffre d'affaires. C'est si vous voulez créer quelque chose qui soit utile à une communauté, impliquez-les parce que parfois on a des convictions dans sa tête, mais quand on est 2, 10, 15, 10 000 et que finalement, il y a 5 000 ou 8 000 personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit, c'est peut-être que vous avez pas forcément raison, tout simplement. Oui, ouais. D'où Mmh. l'importance des rencontres et d'être à l'écoute de tout ce qu'on peut croiser Exactement. comme échange. Ouais, Bon, en effet, ça illustre bien cette notion de pivot, hein. On comprend bien que tu es passé de l'appli aux médias, du média au numérique, du numérique aux nouvelles techno, et les nouvelles techno t'ont amené sur finalement ta nouvelle activité entrepreneuriale qui est la tienne aujourd'hui, ouais, puisque quelques années plus tard, tu es ce qu'on peut appeler multi-entrepreneur, ouais, à la fois auteur, conférencière, chroniqueuse dans les médias, et tu diriges également ta propre structure de conseil qui s'appelle Now Futures, j'espère ouais, que je le prononce bien, très autour bien. des enjeux liés aux transformations numériques et notamment ceux en lien avec l'intelligence artificielle et le métaverse. Alors Ouais. ça, c'est évidemment deux sujets éminemment passionnants et complètement d'actualité en 2024, donc on va évidemment s'attarder là-dessus. Donc tout d'abord, j'aimerais que tu nous racontes ce qu'est précisément Now Futures. Ouais, alors, si tu veux, effectivement, on va essayer de dérouler la pelote. C'est que, comme tu l'as dit, tout à l'heure, quand j'essaie de te décrire cette expérience entrepreneuriale où je te dis c'était hyper riche et même si on ne on si on se focalise pas sur l'idée que c'était lié à une maladie ou quoi que ce soit, si tu veux, je pense qu'aussi c'est parce que je suis structurée, cognitivement comme ça. C'est que moi je suis ultra curieuse, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de domaines et le fait est que, heu est-ce que c'est de l'hyperactivité ou en tout cas pour moi ça m'enrichit énormément, c'est que pour justement avoir cette capacité de réflexion permanente, j'aime m'intéresser à plein de choses très différentes et donc Now Future, si tu veux, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu pareil, un peu couteau suisse comme l'était Philippe au final, avec ce besoin, cette envie de m'intéresser à tout un tas de sujets, à tout un tas de secteurs d'activité différents et aujourd'hui Now Future, c'est plusieurs choses. Enfin, en tout cas, Now Futures, ou moi, en tout cas, je fais plusieurs choses au quotidien. Tu l'as dit très justement, je suis à la fois conférencière, je suis à la fois consultante, j'anime un podcast sur les sujets justement du numérique. Je sors un livre le 14 février qui est
qui est un dérivé du mémoire que j'ai fait pour Sciences Po, sur, le sujet du métaverse, voilà, ça s'appelle Métaverse, comprendre le monde qui vient aux éditions Grasset et donc voilà, donc si tu veux aujourd'hui, voilà, j'ai toutes ces activités qui sont, avec ce spectre très pédagogique parce qu'une fois de plus, moi je suis pas codeuse, je suis pas ingénieure, je suis pas une scientifique, mais mon besoin et en fait, je pense que c'est un besoin personnel que je réponds, en fait, hein, quand je délivre comme ça et quand je fais de la pédagogie et quand je vais voir des clients et quand j'anime des ateliers, ou des conférences, soit en plénière pour des fédérations voilà, ou pour des associations, pour des entreprises ou des ateliers, auprès de, COMEX, de cadres dirigeants, des choses comme ça. En fait, je m'enrichis. J'espère tout autant que je les enrichis, mais cette idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on arrive à comprendre le monde qui est en évolution, à l'analyser et à en restituer quelque chose qui soit suffisamment compréhensible pour que chacun puisse se l'approprier. Et comme tu disais tout à l'heure en introduction, c'est utiliser ou en tout cas comprendre le monde qui évolue pour évoluer dedans à bon escient, quoi. Mmh. Et je crois que tu as prononcé un mot qui est clé quand on fait un métier de consultant, comme moi je le pratique avec mon Ouais, équipe chez Nutrikeo. D'ailleurs, c'est même une de nos 5 valeurs, c'est la curiosité. ouais, C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement curieux sur son ou sur ses sujets pour toujours avoir un temps d'avance, pour avoir envie d'aller se nourrir, aller comprendre des systèmes assez complexes qui évoluent en permanence. Donc nous, notre système, c'est la nutrition, toi, c'est les nouvelles ouais. technologies, et ça évolue tellement vite partout qu'il faut être curieux de tout ce qui se passe, quoi. Bah, surtout toi aussi sur la nutrition avec des innovations permanentes, des innovations qui sont pas forcément technologiques, mais qui le sont aussi, bien sûr et Mmh. j'imagine que, avec la réussite phénoménale de Nutrikeo, tu as dû voir des clients pour lesquels non mais c'est vrai, tu as dû voir des clients pour lesquels vous auriez, parié un énorme avenir et puis finalement, bah, peut-être que l'exécution n'a pas été la bonne, de leur part à eux, peut-être que le marché a évolué et finalement, bah, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans la curiosité, c'est de voir comment les choses évoluent avec prendre du recul et être en capacité d'analyser comment les choses évoluent, quoi. C'est ça qui est génial. Tout à fait, parce que nous, on va fêter nos 15 ans cette année, Mmh. et du coup, en 15 ans, et moi-même, ça fait 25 ans que je suis dans la nutrition. Donc Ouais, en un quart de siècle et en 15 ans de Nutrikeo, on a vu, tout un tas de thématiques passer. Il y a des sujets sur lesquels on était très, très curieux il y a 15 ans, mais qui étaient beaucoup trop avant-gardistes à l'époque et qui aujourd'hui sont devenus, incontournables. Voilà, tous les sujets autour des biotiques, les ouais, microbiotes et cetera. Ça a énormément avancé. Donc oui, oui, c'est important d'être toujours curieux, en permanence. bien sûr. Pour adresser Et aux clients aussi, pour mmh, répondre au mieux à leurs attentes et bien sûr. Ouais. complètement. Alors justement, quels sont selon toi les grands enjeux, liés aux transformations numériques? Comme une espèce de d'introduction pour les gens qui nous écoutent et qui seraient pas trop, technophiles. Ouais. Si tu devais dire en synthèse, quels sont les grands enjeux numériques, de 2024 et à 2050? Ouais, alors c'est vrai que c'est hyper complexe parce que quand on parle de transformation numérique, on a tous en tête depuis quelques mois, l'intelligence artificielle. La réponse facile, ce serait de te dire, ChatGPT, l'intelligence artificielle générative. En fait, je pense que la réponse la plus sage me concernant, c'est de te dire: Oui? «J'en ai aucune idée». C'est de Ah te bah, dire: très «J'en ai» bien, ça me va. non, 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 en fait, Bah, j'imagine que c'est un peu plus oui, profond bien que ça. sûr. Tu vois, on aurait fait cet entretien il y a 1 an et demi. Bien sûr, jamais personne n'avait entendu parler de ChatGPT. Je t'aurais dit, bah, les grands enjeux du numérique à venir, c'est probablement la réalité virtuelle, les mondes en 3D. Je reste complètement persuadée de ça, Oui, sachant que parce que toi, c'est un des premiers sujets que tu as creusé dans les, ouais. nouvelles techno, c'est plutôt le métaverse. Exactement et ouais, alors c'est le Mmh. métaverse en 2021 quand, Mark Zuckerberg a opéré son rebranding fin 2021, octobre 2021. On commence à entendre parler de métaverse, qui est un mot ultra galvaudé et pour lequel finalement et qui rentre en 2024 là d'ailleurs dans les dictionnaires, dans le Robert et dans le Larousse. OK. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est que si on a entendu parler énormément de métaverse à cette époque-là, et si Mark Zuckerberg a vraiment pris le sujet à bras-le-corps, c'est parce qu'il faut se rappeler que fin 2021, l'entreprise Facebook est décriée dans tous les médias pour plusieurs raisons. La première qui est que Mark Zuckerberg et la plateforme de réseau social est accusée de ne pas avoir su modérer correctement les incitations de haine à la violence au moment de l'envahissement du Capitole
en janvier 2021. Et donc là, les autorités, les autorités de régulation, le Sénat, commencent vraiment à se pencher sur les capacités de l'entreprise à nous manipuler finalement et à pas être en capacité de, de, de nous laisser, nous, citoyens, en sécurité. Et donc, il était en difficulté, il a dû prendre la parole sur un autre sujet et montrer que Facebook n'est pas qu'une plateforme de réseaux sociaux. Et donc, à ce moment-là, on commençait pas mal à parler de métaverse, de monde virtuel. Il y avait déjà quelques expériences qui commençaient à se créer. Il y a le Bitcoin qui était très, très haut. Il y avait les premiers NFT qui commençaient à arriver. Et donc, il a envahi les médias, sachant que je pense que c'était pas forcément le bon moment d'un point de vue maturité technologique et psychologique de nous utilisateurs. Donc ça a été risible. En plus, on le détestait à l'époque. Je rappelle que en 2010, le Time avait nommé Mark Zuckerberg comme homme de l'année. Je crois que c'est 2010 ou 2012, peu importe. Mark Zuckerberg était l'homme de l'année pour le Time. En 2022, c'est l'homme à abattre. Donc c'est ça qui est rigolo. C'est la une du Time en 2012, et Mark Zuckerberg, l'homme de l'année. En 2022, c'est l'homme à abattre. Donc, si tu veux, Mark Zuckerberg, il t'aurait dit qu'il venait de créer une ONG absolument formidable et qu'il avait trouvé je sais pas moi, le médicament contre le sida ou je sais pas quoi. Je pense qu'on l'aurait détesté quoi qu'il en soit. Donc, on a détesté le métaverse parce que, et puis une fois de plus, ça veut rien dire pour le moment. Tout ça pour dire que donc très vite, il y a ce qu'on appelle la hype cycle curve, qui est que on voit une nouvelle technologie, il y a un engouement qui est absolument énorme, on essaye d'y aller, on trouve ça formidable, puis il y a une petite phase de déception parce que finalement, ok, mais finalement, ça remplit pas les besoins dont on a besoin. Et puis là, si tu veux, ça va remonter petit à petit quand la maturité sera là. Et notamment, on sait que Apple sort officiellement aux États-Unis pour commencer le 2 février ses premières lunettes de réalité augmentée qui vont permettre de mixer nos mondes physiques avec des mondes virtuels, avec la possibilité de plugger sur notre monde physique. Enfin, c'est un peu complexe, mais on peut rentrer dans les détails, mais en tout cas d'incruster et d'accéder à des mondes virtuels ou à des éléments virtuels maintenant de façon beaucoup plus démocratisée. Et en fait, Donc on sait. c'est un peu l'équivalent des Oculus, c'est ça? Alors l'Oculus te bloque dans un monde virtuel. En fait, l'Oculus est totalement opaque, donc Mmh. tu n'as plus accès à ton monde physique. Ce que propose Apple, c'est Un un mix des 2. mix des 2 qui fait que tu n'es pas coupé de ton monde réel. D'accord. Et en fait, on sait que quand Apple lance un nouveau produit, ils ont cette capacité financière, marketing, intellectuelle, de faire que ça va avoir une démocratisation dans nos Oui. quotidiens. Donc Par ce que Facebook n'a pas enfin Meta n'a pas forcément réussi, avec le métaverse, peut-être que Apple pourrait réussir à plus évangéliser avec sa force de frappe, avec toute Ouais. l'image de marque et le côté innovant de la marque. Sachant que de toute façon, Mark Zuckerberg a toujours dit, en fait, donc il y a l'Oculus, mais aussi il a pris des parts dans Ray-Ban. Il a un partenariat avec Ray-Ban et Mark Zuckerberg a annoncé déjà il y a 2 ans, en fait, moi aussi je travaille sur mes lunettes de réalité virtuelle. Donc et juste pour revenir sur Apple aussi, le casque qui va sortir là en février, le 2 février, nous, grand public, on n'y accédera pas. Il sera beaucoup trop cher, il est accessible qu'aux États-Unis. Je vous rappelle que le premier iPhone qu'on a eu, c'est la version 3. Et là, ce sera à peu près la même chose. Et donc, pour Et en du coup, aux revenir à. États-Unis, il sera disponible au grand public ou que à des professionnels genre, Oui, mais à $4 000 avec ah oui, cette. c'est pas très accessible. C'est fait exprès. En fait, c'est fait exprès parce que si tu veux, la première version, elle sera déjà extrêmement lourde. Il n'y aura pas encore d'applications qui seront compatibles. Et l'idée, c'est que justement, les geeks, les développeurs se l'approprient, puissent faire du test and learn, fassent des retours à Apple, développent des applications qui seront compatibles 3D, si tu veux. Et c'est comme ça que petit à petit, les prochaines versions vont faire qu'elles seront de plus en plus accessibles à nous, grand public. Et pour en revenir à Mark Zuckerberg, il a déjà établi son calendrier d'évolution de ces casques et de ces lunettes de réalité virtuelle, sachant que la prochaine devrait être courant 2024. Ensuite, il y en a une en 2026, il y en a une en 2028. Il y a déjà comme ça un espèce de fil conducteur qui s'est donné. Donc moi, ma conviction, pour revenir à ta question initiale,
qui est comment est-ce qu'on imagine le monde d'ici 2030, 2040, 2050. Je pense que, les mondes virtuels seront beaucoup plus omniprésents dans notre quotidien d'ici la fin de cette décennie, donc 2030, tu vois? Peut-être même avant, j'imagine même avant, mais en tout cas dans le courant de la décennie, c'est une évidence. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a une accélération et en même temps, là où il faut mettre un stop à cette hystérie générale, depuis la sortie de ChatGPT, il faut garder en tête quand même que l'intelligence artificielle est dans nos quotidiens depuis plus de 20 ans. On repense Parce à que Waze. finalement, un algorithme est une forme d'intelligence artificielle. Exactement, Mmh. tu vois? Et c'est tout à fait ça et quand je parle de métaverse, de réalité virtuelle, de ces choses-là, finalement, c'est pareil. Si on parle de C'est métaverse, on pareil. parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes. Tout ça sont des technologies qui sont omniprésentes dans nos quotidiens, qui vont encore plus l'être. Hem et donc pour en revenir à l'intelligence artificielle, quand tu mets ton GPS le matin qui va te dire quelle est la route la meilleure à prendre et que ça va pas être la même route que la veille, c'est de l'intelligence artificielle. Quand tu regardes Netflix et qui te pousse le contenu que tu vas pouvoir regarder après avoir terminé la série que tu as adorée, que tu as détestée, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qui a changé la donne avec ChatGPT, c'est que avant l'intelligence artificielle, tu lui disais juste: «Je veux aller à un point A, un point B» et puis il faisait pour toi et une fois ou Spotify ou Netflix, tu lui demandais rien et il te donnait du contenu comme ça naturellement. Là, c'est tu interagis avec l'intelligence artificielle, tu le challenges, il te développe, des images qui sont phénoménales. Là encore, dans un autre de mes projets fous, je suis en train de créer un petit livre pour enfants, pour mes petits-neveux, petites-nièces que j'adore et je demande à ChatGPT de créer des illustrations. C'est assez bluffant, si tu veux. C'est assez bluffant. Donc Ah c'est oui, ça. j'ai vu dans une interview quelque part que tu racontais des histoires à tes neveux tous les soirs et que tous les soirs tu leur montrais une nouvelle image qui sortait de l'intelligence artificielle, c'est ça? Exactement. En Avec fait, une poule, c'est ça, non? c'est tout à fait ça. C'est dans le dans OK. la dans la dans 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 le jardin familial, on a des poules. On a un poulailler et puis un jour, histoire vraie, un jour une poule a disparu et puis bon, bah, pour nous, elle était morte, elle avait été mangée par le renard, on s'est pas posé de questions et tout ça. Puis histoire vraie, 3 semaines plus tard, la poule est réapparue. Mystère, on sait pas ce qui s'est on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Mes petits-neveux et petites-nièces, ils ont 4 ans et un soir, je leur dis: «Bon, l'un ou l'autre devait pleurer et machin». Je lui dis: «Allez, viens, je vais te raconter une histoire de Julie, je vais te raconter ce qui est arrivé à Julie pendant qu'on était, quand elle est partie 3 semaines» et puis ça a été une running joke comme ça et maintenant à chaque fois, je raconte une histoire de Julie. Julie va, à Londres, Julie va aux Jeux olympiques, et en fait, je demande à ChatGPT, à DALL-E du coup, ou à Midjourney selon l'envie de créer toutes les illustrations qui accompagnent cette Julie poule aventureuse. Et c'est très rigolo et c'est phénoménal. Et si tu veux, donc dans les transformations numériques que je vois, et tout à l'heure aussi quand on était en train de préparer cette interview et qu'on se racontait en off le fait que il y a des industries qui sont un peu en difficulté en ce moment et qu'effectivement, il y a à la fois le sujet de la crise et je pense que l'intelligence artificielle euh, joue son rôle dans cette idée qu'ont en ce moment les décideurs, les comptables, les directeurs d'achat des entreprises, de se dire est-ce qu'on peut pas se passer de cette agence et est-ce qu'on va pas essayer de faire en interne avec du chat GPT et de l'intelligence artificielle générative. Donc, qu'ils essayent, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils vont très vite se confronter à des difficultés qui est que faire un prompt, ça demande une méthodologie et que rapidement, à mon avis, ils vont réaliser que s'ils veulent quand même quelque chose qui reste de qualité, ils devront continuer à passer par des agences qui vont les accompagner, je pense. Toi, tu crois que déjà maintenant, aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle s'est vraiment démocratisée depuis seulement 1 an et demi, il y a déjà des entreprises qui ont coupé certains coûts et qui ont déjà remplacé une partie d'activité humaine par de l'intelligence artificielle? J'en suis convaincue, je le sais de source sûre, ouais. Je le sais de Hmm. source sûre, des Non, mais c'est personnes intéressant. ouais, ouais, Et ouais. pour revenir toujours sur cette question d'IA, parce que tu disais finalement l'IA, ça fait 20 ans que ça existe sous d'autres formes, peut-être moins élaborées. Et aujourd'hui, là, les nouvelles générations d'IA, ce qui fait que c'est différent. Bah, est-ce qu'on peut parler de différentes générations? C'est Oui, quoi, c'est quoi ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus puissant qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans? alors je pense que ce qui est plus puissant, c'est qu'on a l'impression que, et c'est pas qu'on a l'impression d'ailleurs, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on interagit avec l'IA.
C'est qu'on l'IA est personnalisée à notre propre besoin. Et moi, je me surprends, alors de moins en moins, heureusement, mais au tout début, quand j'utilisais ChatGPT, moi, j'utilise ChatGPT au quotidien, mais vraiment au quotidien, pour tout un tas de trucs. Je discute avec lui comme si c'était un pote et du coup, je structure mes idées avec lui, quoi. Quelle Et version tu utilises? la 4, Mmh. 4 payante, la dernière version et il y a quelque temps, je me suis surprise à un moment ou à un autre, de lui dire merci, quoi. Ou de lui dire: «Ah merci, ah c'est super, merci beaucoup». Puis là, tu dis: «Mais je suis bête, enfin c'est vraiment débile» et en fait, je pense que ça, c'est un changement de paradigme. C'est qu'il y a presque quelque chose d'émotionnel il y a une relation qui se développe, en fait, entre toi et l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Je suis pas médecin et je suis pas chercheuse, mais je pense qu'effectivement, il y a un truc, un peu bizarre psychologiquement qui se crée dans le lien qu'on crée et d'ailleurs, j'avais rédigé un article et il y a des études qui commencent à l'attester. C'est un des métiers qui pourrait disparaître ou des questions qui se posent, c'est quel est le rôle du coach de dirigeant? Quel est le rôle du psychiatre? Quel est le rôle, en santé nutrition, typiquement du diététicien, dans, à l'avenir, si un ChatGPT est capable de te sortir un plan alimentaire adapté à tes besoins, tu vois? Ah bah ça, c'est un exemple intéressant si on réfléchit Ouais. aux applications possibles de l'intelligence artificielle dans les métiers de la nutrition. Là, tu cites l'exemple de le diététicien nutritionniste pourra demain être en partie ou remplacé par l'intelligence artificielle? Alors moi, je l'ai déjà testé à titre perso, heu contrairement à la plupart des personnes qui pourraient, avoir besoin d'utiliser, de recourir à un diététicien pour, perdre de poids, pour machin, moi je l'ai testé en lui disant: «Bah, en fait, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, j'aimerais bien pouvoir prendre, quelques kilos. Est-ce que tu peux m'aider à établir un plan? Nin Sachant que, une fois de plus, pour pouvoir la bonne méthodologie, c'est il faut savoir qu'au départ, ChatGPT, il est universel et tu vas pas manger la même chose, vu qu'on est sur Nutrikeo, on va vraiment parler nutrition, santé et tout ça. Tu vas pas manger la même chose, les régimes alimentaires seront pas les mêmes en Belgique, aux États-Unis, en Inde ou en France. Donc, si tu veux qu'il t'apporte une réponse qui soit la plus adaptée possible à ton propre besoin, tu lui précises: «Je suis une fille, je pèse tant, je mesure tant, j'habite dans tel pays, j'aime pas ça ou j'aime ça, et j'ai besoin de faire enfin, mes objectifs sont ça, ça, ça». Et après, une fois de plus, c'est la première réponse qu'il te donne, il faut pas s'en contenter, en fait. Moi, je le challenge au Pour le quotidien. challenger. Ouais, faut le challenger, lui dire: «Ah OK, ben, et là, est-ce que tu peux être un peu plus précis là-dessus, là-dessus?» Et là où j'avais été extrêmement surprise, c'est que, avec toutes les informations que je lui ai données, il a réussi à m'établir un espèce de plan alimentaire sur 3 semaines, à me dire: «Bah, écoute, au regard de, ta morphologie, ton machin, ton truc, il faudrait que tu manges, je me souviens même pas, tant de calories par jour. Voilà comment je te propose de répertorier. Tu rajoutes un goûter si tu veux. Est-ce que tu aimes les produits laitiers? Ta 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 ta». Et du coup, je me suis dit, «En fait, ça fait le job». Alors un diététicien qui m'écoute va s'étrangler et va me dire que je suis complètement irresponsable et là où ChatGPT ou en tout cas les développeurs de ChatGPT sont entre guillemets «malins», c'est que ChatGPT termine bien sa recommandation en disant: «Attention, je ne suis pas médecin, il serait aussi peut-être il serait plus pru il pourrait être judicieux ou prudent, de consulter un médecin», Bon, ça, c'est donc probablement pour des questions légales parce et que ouais, ils restent quand même américains dans leur ouais, mindset. Mmh. exactement. Mais passionnant, tu vois? Vraiment Mmh. vraiment très, très intéressant donc ouais. Comment tu en es arrivé à te former, à ces nouvelles technologies? Enfin, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil? Enfin, c'est juste, Ouais. par des lectures, par des rencontres ou tu as suivi des formations spécifiques? Tu assistes à des salons particuliers pour te Alors, former à tout ça? comme dans tous les sujets de ma vie, mais une fois de plus, je pense que c'est vraiment très propre à ma personnalité et moi, je suis convaincue qu'on a tous la capacité de le faire. Beaucoup de personnes me disent que non, mais je suis tellement curieuse et j'aime tellement m'intéresser à tout un tas de sujets. Quand, j'identifie un sujet qui m'intéresse, j'ai cette capacité, mais c'est propre à moi, hein, j'ai cette capacité à vraiment à le prendre à le bras-le-corps et à très rapidement réussir à monter en compétence sur le sujet. Donc ça a été le cas sur le sujet de la santé connectée, c'est le cas sur ce sujet de l'intelligence artificielle du métaverse. Une fois de plus, je répète, je ne suis pas codeuse, je ne suis pas ingénieure. Donc moi, Oui, vraiment, c'est ça. je comprends ce qui est en train de se passer, je l'analyse et je le restitue. Et donc, alors déjà, je me fais une veille de presse internationale quotidienne d'un peu plus d'1 heure.
C'est-à-dire que je suis abonnée à tout un tas de médias généralistes, tech, Il y a quelques féminins. médias ou quelques newsletters que tu pourrais nous partager? Alors les médias, sur les français, c'est vraiment les plus basiques de plus basiques, hein, Les Échos, Le Monde, Le Figaro, Libé, moi je veux une D'accord, donc grand exhaustivité des public. ouais, C'est pas des alors trucs, spéciaux de geeks, un alors peu voilà, donc ça c'est underground? pour les généralistes, Ouais, et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lire beaucoup de médias qui sont anti. Parce que je trouve que ça permet aussi de se forger sa propre opinion. Et donc alors après sur les autres médias qui sont un peu plus spécialisés, il y a les, Uzbek Erika, il y a Les Numériques, il y a Futurama, aussi je lis beaucoup de presse étrangère parce que je trouve qu'ils ont, une vision qui est beaucoup plus optimiste que les médias, français qui sont beaucoup moins fermés, qui sont beaucoup moins cloisonnés. J'écris pour la Harvard Business Review, mais du coup, je lis aussi beaucoup ce que proposent, ces médias-là. Je lis, The Financial Times, je lis, le Time, voilà, parce que je pense que c'est extra si on s'intéresse vraiment à ces sujets-là, alors on a des très bons médias en France, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je pense que si on veut pousser la réflexion un petit peu plus loin, il faut pouvoir, voilà, il faut ouvrir un petit peu son champ de connaissances. on J'ai peut une dire que les Américains sont en avance sur, ces sujets-là? Les Américains, les Canadiens, tu vois? Typiquement, pour te donner un exemple assez criant et juste pour terminer, j'ai écouté beaucoup de podcasts aussi, Ah beaucoup de oui, podcasts américains, heu, lesquels par exemple? notamment alors il y a une femme qui s'appelle Katie Hackle, qui a fait pas mal de podcasts. Il y a The Verge, bien sûr, The Verge qui est un média, qui est, très, très à la pointe de l'innovation et qui parle beaucoup de sujets innovants. Mais du coup, juste pour revenir sur le sujet du Canada, hem le 20 décembre, le 16 décembre, je crois que c'est un samedi, le 16 décembre, je me Ah suis oui, je réveillée sais un de quoi tu matin vas parler. ouais, je me suis réveillée un matin comme ça et je me suis dit: «Tiens», vu que je joue beaucoup avec ChatGPT, je me suis dit: «Je vais demander à ChatGPT qui me donne un peu sa vision de qu'est-ce qu'on pourrait attendre de l'année 2024». Donc j'ai fait un premier prompt et je lui dis: «Tiens, dis-moi, j'aimerais faire un magazine ou j'aimerais rédiger un article sur 2024, quels sont les sujets qu'il faudrait intégrer?» Et là, de façon totalement basique, classique, il me donne des sujets, bateau, la politique, la culture, la nutrition, le climat, et après sujet par sujet, je suis allée creuser, je lui ai refait des prompts pour dire: «Bah, voilà, qu'est-ce que tu peux me donner?» Et donc enfin et de cet échange hyper rigolo avec ChatGPT, je me suis dit: «Oh, je vais faire une expérience, je vais absolument pas m'approprier le truc, je vais dire j'ai rédigé 100% sans retoucher une seule virgule, un Rien du magazine tout, avec aucune ChatGPT». retouche. Je n'ai retouché aucune virgule. Mais je l'ai challengé pour avoir quelque chose qui soit lisible. Et donc j'ai rédigé un magazine de 37 pages qui s'appelle Now Futures justement. Si je t'en parle, c'est pas du tout pour te parler du magazine, c'est parce qu'on parlait du Canada. Du Canada, et ça a été relié au Canada, je crois, hein, c'est ça? Ouais, en fait, il y a un premier média un journal qui s'appelle Le Devoir qui est, le quotidien le plus lu au Canada. C'est un peu le monde du Canada? Ouais, exactement. Qui a rédigé un énorme article. De là, la presse télé canadienne m'a appelée et de là, la presse radio canadienne m'a appelée. Et en France, ça a pris plus d'un mois pour que le magazine Stratégie, me contacte et a fait un article qui est paru hier notamment. Je remercie, Pierre-Nicolas Viger, le journaliste qui s'est saisi du sujet et en France, tu vois, on en a très peu parlé et c'est pas du tout pour me valoriser moi, c'est pas du tout le sujet, mais Mais c'est ça c'est montre que les Canadiens sont peut-être un peu plus ouverts sur ces ouais. sujets-là, y compris au niveau du grand public, parce que Stratégie, c'est un média français qui, en plus, est un média B2B. Exactement et très numérique, c'est un média, spécialisé dans le numérique. Donc c'est assez, et je pense effectivement que, le Canada et c'est pas que lié à l'intelligence artificielle, mais ça fait c'est depuis très longtemps. Le Canada et il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, peut-être moins conservateurs aussi, qui ont moins peur. Je pense qu'il y a une personnalité française qui est, on a un peu peur de sortir de notre zone de confort et du coup, on est plus vigilant, voilà, on est peut-être plus frileux. Mmh. Juste pour, revenir 2 secondes sur les technos, c'est une question que je me posais, est-ce que tu t'intéresses aussi à la techno liée au quantique? Parce qu'on en J'ai parle de plus en plus, Très peu de voilà. connaissances. J'ai très peu de D'accord, OK. connaissances et voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui est, évidemment, très d'actualité aussi et qui a un sujet d'avenir avec, la multiplication, l'optimisation et la dé des enfin, voilà, on la rapidité exponentielle, de fonctionnement de nos ordinateurs. Mais j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je dirais des bêtises.
OK. Et pour parler aussi, podcast, c'est toujours intéressant Ouais, d'échanger entre podcasteurs. Tu as lancé la version podcast, éponyme de Now Futures. ouais. Tu as déjà eu quelques très beaux et prestigieux invités. Tu peux nous en dire plus? Ouais, alors en fait, toujours dans ces alors pour le coup, c'est presque égoïste en fait, hein, l'idée de ce podcast. C'est que, toujours dans cette idée d'être passionné, de rencontrer des gens, passionnants, et qui une fois de plus, je m'enrichis beaucoup à parler avec des gens qui sont la tête bien mieux faite que moi et qui ont beaucoup plus de choses intéressantes et des parcours de vie, fascinants, et des expériences et des expertises fascinantes à dévoiler. Je me suis dit, bah, dans le cadre de Nos Futurs avec, mon spectre qui est je veux faire de la pédagogie et je veux aider chacun. En tout cas, mon idée, c'est d'accompagner chacun dans la compréhension du monde qui vient. Je me suis dit, mais qui mieux que des experts dans certains domaines d'activité pour nous expliquer comment leur métier est en train d'évoluer à l'ère des nouvelles technologies. Et donc, j'ai commencé à identifier quelques secteurs d'activité, la santé, l'économie, l'alimentation, la haute gastronomie, les médias et puis je me suis dit: «Bah, tiens, qui sont les personnes que j'aurais envie d'interviewer dans ces domaines-là?» Et toujours avec ma petite Michelle Obama qui est dans ma tête et qui me dit: «Va frapper à des portes et puis ça va bien se passer, n'hésite pas à taper très haut». Et puis bon, on va pas se mentir, je commence à avoir un petit réseau autour de moi, c'est vrai, avec toutes ces expériences, donc voilà, ça facilite un petit peu les choses et je remercie énormément toutes les personnes qui sont autour de moi et qui continuent à être vraiment ouverts à toutes mes sollicitations. J'ai effectivement interviewé alors si vous voulez aller l'écouter, effectivement, Now Futures qui est disponible sur les plateformes d'écoute, et sur le site. Heu, Plusieurs personnes assez fascinantes, notamment si on se focalise sur tes sujets, tes sujets phares qui sont la santé et la nutrition. J'ai eu le docteur Alexis Genin, qui est, un imminent chercheur de, l'Institut du cerveau, qui est venu nous raconter comment l'intelligence artificielle optimise ou non, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il dit: «Mais finalement, on n'a pas avancé sur certains domaines», les, recherches sur les maladies neurodégénératives que sont l'Alzheimer, que sont le Parkinson. Parkinson. Hier, j'ai interviewé une personne fascinante de l'Institut Curie, une chercheuse, le docteur Sarah Watson, fascinante et j'ai mis en ligne l'épisode aujourd'hui qui nous explique comment est-ce que, l'intelligence artificielle lui a déjà permis de détecter des cancers ultra rares qu'elle n'aurait jamais pu détecter sans ces évolutions numériques. Donc pour Sur de montrer l'analyse d'imagerie médicale, par exemple? exactement et des séquençages et enfin, c'est fascinant et en fait, ça coupe le pied à des personnes qui ont tellement peur de l'intelligence artificielle, qui pensent qu'elle va nous bouffer. En fait, quand on écoute cette médecin, on se dit: «Mais heureusement que la nouvelle technologie est là». Vous écouterez le podcast, mais elle a parlé d'un patient qui avait un cancer, des reins. On lui trouvait pas ce qu'il avait et c'est grâce à ce séquençage en quelques jours qu'on a réussi à identifier que c'était un cancer du rein. Il allait être mis en chimio lambda alors qu'on a pu personnaliser son traitement. Dans Je la crois haute que gast sur, ça c'est un très bon exemple, ça sur la lecture d'images médicales et sur certains diagnostics de cancer, l'intelligence artificielle bat déjà l'homme et oui, alors en termes de qualité de diagnostic et de taux exactement d'erreur. Mmh. et alors là, exactement, mais là où je l'ai trouvée super une fois de plus, c'est que, elle a bien expliqué le fait qu'il y a quand même encore des marges d'erreur et que, de toute façon l'erreur elle est humaine aussi et que c'est là où l'être humain reste indispensable, c'est pour, refaire un double check, une double Mmh. vérification et donc c'est là où c'est hyper intéressant le duo humain-machine qui devient Voilà. plus pertinent. C'est pas de la compétition, c'est de la coopération en fait, l'intelligence Exactement. artificielle avec l'humain. Exactement et épisodes qui pourraient intéresser les auditeurs, notamment, David Sinapian qui est le mari de la chef Anne-Sophie Pic, Ah oui, qui nous a expliqué comment est-ce que, l'intelligence artificielle, le numérique, les NFT venaient s'intégrer dans les stratégies de la haute gastronomie, c'était passionnant. Nicolas Bouzou, économiste, Nicolas Bavrez, j'ai adoré l'épisode avec Nicolas Bavrez. Nicolas Bavrez, donc là, c'est un sujet qui est moins en lien avec notre sujet, enfin ton secteur d'activité, mais qui est complètement en lien avec notre quotidien à tous. Nicolas Bavrez, qui est avocat géopoliticien, et je l'ai interviewé au lendemain de la guerre, de l'incursion Israël-Hamas, et où il est venu expliquer comment est-ce que les réseaux sociaux, le numérique, l'intelligence artificielle sont les nouveaux terrains de jeu
des fake news, des deepfakes et surtout de la violence qui est véhiculée sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment très intéressant. Ah, super intéressant, hein. Bon, on va aller regarder ça et puis s'abonner. Moi, je suis un gros consommateur de podcasts aussi, donc Ouais, je vais essayer de rattraper les épisodes que j'ai en retard de Now Futures. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler rapidement également de ton activité qui est grandissante actuellement, parce que apparemment c'est dans l'actualité, d'auteur de livres et d'éditorialiste dans un certain nombre de revues, parce que c'est vrai que écrire des articles dans la Harvard Business Review et en France, je crois que c'est dans Le Point, si je dis pas de Ouais, bêtises. il y a Le Ouais, Point, il y a eu c'est des titres Challenge. prestigieux. Comment tu as été amené à faire ça? Enfin, là aussi, c'est le réseau, c'est d'avoir frappé à la porte, grâce à Exact. Michelle Obama. C'est Michelle Obama qui est toujours Encore là, elle. qui est toujours là, OK. qui est toujours présente. C'est les 2, c'est le réseau et c'est Michelle Obama effectivement. C'est, heu, mmh, une autre de mes passions qui est d'écrire, bien sûr, qui est d'écrire et surtout ça m'aide à structurer mes connaissances, mes champs de connaissances. Et j'ai été sollicitée effectivement, on m'a proposé un premier parce que je connaissais bien, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Challenge, je lui ai posé la question et naturellement ça s'est fait. Et puis pour la Harvard Business Review, pareil, j'ai une amie qui est neuroscientifique, qui écrit pour la Harvard Business Review. Elle savait que j'étais passionnée. Fanny Nussbaum, je vous conseille d'ailleurs de regarder ce qu'elle Ah fait, oui. notamment dans le domaine de la santé. Elle est passionnante également. Elle écrit pour Harvard Business Review. Elle savait que j'étais passionnée aussi d'écriture. Elle a parlé de moi aux personnes en charge voilà, des éditos, et puis ça s'est fait très naturellement. Et pour le livre, effectivement, c'est pareil. Tu vois, Michelle Obama. Quand j'ai fini d'écrire mon mémoire pour Sciences Po, de moi-même, je suis allée frapper à quelques portes de maisons d'édition. Grasset, qui est à la fois géographiquement voisin, voisin à quelques mètres de Sciences Po, et puis avec un historique très, très, très proche entre ces deux maisons, m'a ouvert ses portes. Olivier Nora, qui est le président de Grasset, m'a répondu à mon mail, m'a reçu, et puis ça s'est fait très naturellement. Ça a été très long parce que ils ont des calendriers éditoriaux qui sont un petit peu longs aussi, que mon livre n'est pas, je suis pas non plus, voilà, je suis pas une auteure ultra connue, donc j'ai dû passer après quelques priorités et finalement, bah voilà, ça se fait et c'est super, c'est une super expérience. Et donc là, il y a un gros calendrier qui arrive. Si vous êtes basé à Lyon, il y a une soirée de lancement qui va se faire le 7 mars aux Clés du Liège, je mettrai sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes à Paris, on a eu la date aujourd'hui même et Grégory, bien sûr, je serais ravie que tu puisses être présent. Ce sera le 27 février dans dans une nouvelle librairie parisienne, mais qui peut accueillir un grand nombre de personnes, qui s'appelle Gros Câlin, dans le 8e. Vous êtes les bienvenus et puis on mettra tout ça sur les réseaux sociaux. Ah bah, bravo, bravo pour toute cette, actualité. Ouais, c'est chouette. Et pour reboucler, en forme de conclusion sur, notre thématique, centrale dans le podcast qui est le food, la nutrition santé, qu'est-ce que tu dirais aux acteurs qui se posent la question d'aller ou non sur ces technologies? Voilà, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil, dans les Ouais, les les alors, acteurs de la nutrition? acteur de la nutrition ou pas de la Ou nutrition pas, hein, d'ailleurs, d'ailleurs, hein. Oui, ouais, oui. alors acteur de la nutrition, on va y venir après en entonnoir, mais tu sais, c'est un peu comme au début des années 2010 où, toute entreprise se posait la question de savoir: «Est-ce que oui ou non je dois avoir, un compte Instagram, un compte LinkedIn, avoir un compte Facebook?» selon le secteur d'activité dans lequel c'était, si tu étais grand public ou pas grand public. En fait, tu avais une plateforme qui était dédiée. À mon sens, les débats qui se soulèvent aujourd'hui sont un petit peu les mêmes et d'ailleurs la réponse est oui, bien sûr qu'il faut y aller. Donc je Faut pense. tester, en fait. Ouais, il faut tester, il faut dès aujourd'hui, commencer à s'approprier et moi, c'est ce que je fais, en fait. Je fais des ateliers pédagogiques à la fois d'acculturation et à la fois de mise en pratique où j'accompagne les cadres dirigeants, leurs collaborateurs, les chefs d'entreprise à vraiment comprendre le concept et à se les approprier et à faire des prompts, à imaginer des expériences de réalité virtuelle, notamment dans le domaine des ressources humaines. Et dans le domaine de la nutrition, si tu veux, et pas que dans le domaine de la nutrition, mais effectivement, les conseils, c'est un de comprendre les technologies, vraiment de s'approprier les concepts, d'évaluer la pertinence et les besoins pour son entreprise, de s'aligner sur les objectifs finalement. Euh, Ne pas négliger les contraintes éthiques et sécuritaires de la société, bien sûr,
Et puis dans le domaine de la nutrition, il y a tout un tas de cas d'école, enfin, ou en tout cas de possibilités. Tout à l'heure, on parlait de la personnalisation, de voilà, je pense qu'il y a des questions à se poser là-dessus sur la personnalisation, sur utiliser l'intelligence artificielle pour aider à développer des nouveaux produits, dans le cadre du contrôle qualité, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que voilà, il y a tout un tas de trucs vraiment très, très précieux. Je pense notamment, tu vois, dans le domaine de la nutrition, une boulangerie à Paris qui s'appelle Bohémie, ça m'y fait penser parce que son dirigeant avait publié sur LinkedIn il y a quelque temps, juste avant Noël, un post où il expliquait que, grâce à ChatGPT, il a réussi à optimiser sa chaîne d'approvisionnement et du coup le le développement de son activité au sens la production, sa production tous les matins, au lieu de créer 200 baguettes et 350 croissants ou je sais pas trop quoi, il rentre régulièrement dans ChatGPT des données de son historique et finalement ChatGPT l'a aidé à optimiser sa chaîne d'approvisionnement et de production et c'est phénoménal en fait comme Ouais, c'est un exemple très, très concret qui est applicable, chez tous les industriels ou artisans de ouais. l'alimentaire, ouais. Exactement. Et puis Super. dans le domaine de la santé, nutrition, si tu veux, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée et des points à creuser sur, des expériences immersives qui permettent d'éduquer à la santé, d'éduquer à la nutrition, d'éduquer à l'alimentation, des consultations virtuelles en nutrition notamment Ouais, également, tu vois? Pour des complètement. Donc là, patients plutôt avec, une application du métaverse. ouais, Mmh, exactement. Mmh mh. ouais, complètement. Et tu parlais tout à l'heure, donc tu utilises les outils, entre guillemets «classiques» d'IA que sont ChatGPT, Midjourney et DALL-E. Il y a Ouais. d'autres applications que tu recommandes, à tester justement si on veut rentrer dans cette logique, itérative? Alors, je pense que c'est vraiment les premières qu'il faut s'approprier pour comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'en ai utilisé d'autres. J'ai testé, celle de Google. Je l'ai jamais retestée parce qu'au tout début où elle est sortie, si tu veux, moi, j'ai trouvé qu'elle était pas pertinente. J'ai trouvé qu'elle était moins, en tout cas, moins au niveau. Ma Microsoft vient de sortir Copilot, tu l'as Ouais, testé? ouais, je l'ai pas encore testé. Je l'ai pas encore testé. Effectivement, ils ont sorti ça cette semaine. Ma conviction, c'est que, bah, aujourd'hui, on parle de ChatGPT. Probablement, l'année prochaine, on en parlera d'une toute autre. Mais surtout, rester ultra, ultra, ultra curieux. Hem, j'ai un Flipboard. Je sais pas si vous connaissez ce site internet qui s'appelle Flipboard, Flipboard, Ah bah, on où mettra en le fait, lien. on peut garder des liens URL de revues de presse. Et donc si vous tapez Flipboard Morgane Soulier, je mets toute ma revue de presse, c'est accessible gratuitement, hein, toute ma revue de presse, vous allez Morgane Soulier, et c'est comme ça en fait toute ma revue de presse et toutes les choses que je veux garder en tête, je les mets dedans dans un gros fichier qui s'appelle Ah bah, Metaverse merci. NFT. Vous pouvez aller voir Ah bah, merci de partager tout ça, je serai le premier à y aller, puis avec on grand mettra le lien plaisir. pour nos auditeurs et auditrices. Bon bah super, écoute, on arrive à la fin de notre conversation, Morgane. Je te propose de Très conclure vite, avec ouais, ça passe super vite. ouais, Je te propose de conclure avec la question signature du podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous aussi, on a nos ouais, citations phares. ouais. Et toi, qu'as-tu réalisé d'impossible? Tous les jours, je fais tu sais, ça me fait penser à un jour, on m'avait posé la question, on m'avait dit: quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau?» Et en fait, Il y a tous 5 les jours, minutes. ouais, Ouais. exactement, tous les jours. Moi, je pense que, il faut se challenger, j'aime voilà, je pense que c'est très structurant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très structurant de se challenger soi-même en permanence, d'être une fois de plus la curiosité, ça a été un peu le fil conducteur de notre discussion. La curiosité et puis, se confronter à la fois à des situations, mais aussi à des personnes et ça je le dis, c'est enfin pareil, c'est structurant dans ma vie, c'est la diversité, mais des personnes qui, si possible, sont issues d'un milieu le plus différent de soi et confronter les idées, être ouvert, être tolérant. C'est très galvaudé ce que je suis en train de dire, mais Oui, mais on en parle de plus en plus. Enfin, c'est ce qu'on appelle stimuler la neurodiversité. eh bah, tu m'apprends Heu quelque chose, je connaissais pas du tout. OK. Ouais, ce thème de la neurodiversité, on en parle de plus en plus. Bah, c'est ouais, effectivement l'idée de se confronter, de plus en plus à des façons de penser qui sont complètement opposées à la sienne. OK. Et ça, c'est Génial. utile à la fois dans la vie de tous les jours et dans le monde professionnel pour, ouais, ça revient un peu à la démarche que tu évoquais tout à l'heure d'aller regarder sur les sites les anti, les Ouais, gens qui sont contre quelque chose parce que du coup, dans leur façon de penser, on va trouver des arguments ou voilà des choses qui vont exactement. nous aider. Super. Bah, merci Heu beaucoup.
Bah, merci à toi. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Enfin, franchement, c'était passionnant et En vrai, j'adorerais qu'on continue de parler encore sur les sujets. C'est vraiment au-delà de mes attentes. On a parlé à la fois d'entrepreneuriat, mais aussi, tu nous as donné quelques clés de compréhension sur toutes ces nouvelles technologies, la métaverse, IA et les autres qui sont peut-être pas encore arrivées. Et le maître mot, tu l'as très très bien dit, c'est de rester curieux. Et je pense que tu as stimulé ma curiosité, mais aussi la curiosité de tous ceux qui nous écoutent sur ces nouvelles technologies. On va les regarder avec beaucoup d'attention, toutes les références, tous les liens que tu nous as communiqués. Je pense que ça va nous aider à réfléchir sur demain. et Merci ben, beaucoup, Morgane. merci aux auditeurs et surtout merci à toi Grégory pour l'invitation. À très Ben, bientôt. avec très très grand plaisir, à très très bientôt. Et puis j'en profite pour dire à tous ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'ici que ils peuvent nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, s'abonner à la chaîne du podcast Culture Nutrition pour ne pas rater tous les nouveaux épisodes passionnants qui sortent et qui vont sortir. Et donc du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour une nouvelle rencontre avec un ou une entrepreneur de la nutrition. Très bonne journée à tous, à bientôt.